Oui, je pense que une des interrogations essentielles de chacun, aujourd'hui, c'est de donner du sens à sa vie. Bon, une question millénaire. Je pense que depuis que l'homme pense, il doit se poser cette question. L'autre question, c'est de moins souffrir. Je pense que les gens n'aiment pas souffrir. Bon. Et trouver des palliatifs, peut-être même qu'on peut inverser les choses. On peut dire d'abord de ne pas souffrir, et puis deux, quand on ne souffre pas, de trouver du sens à sa vie. Ce serait peut-être plus dans cet ordre-là. Et une des grandes interrogations que j'ai toujours eues depuis tout petit, c'est précisément cette question de constater que souvent il n'y avait aucune raison de souffrir, mais que les gens, quand je dis les gens, c'est mes parents, c'est mes copains, enfin, c'est tout, s'injectaient de la souffrance, un peu fabriquaient, quoi. C'était de la fabrication de souffrance qui permettait ensuite de vivre des émotions intenses, douloureuses pour certains, joyeuses pour d'autres. Je pense à des scènes de boucs émissaires, quand j'avais 8 ans, quoi. On prenait un des gars, à l'époque les émigrés c'était des Italiens, donc on prenait un Italien, on le mettait dans la cour, et puis les petits copains le tabassaient gentiment quand même. Et m'appelaient pour... moi j'y allais pas, déjà j'étais... je participais à ce genre de truc, ça m'horrifiait un peu. Et je restais dans la classe pendant que les autres tabassaient l'autre petit. J'aurais pu aussi y aller, m'interposer. Bon, ça m'est arrivé d'ailleurs 1 ou 2 fois. Et quand j'ai été surpris dans le genre de Rix. Mais ça m'a toujours frappé. Ça m'a toujours frappé. J'ai toujours été un peu comme un martien sur une planète où les gens faisaient des choses, je comprenais pas pourquoi ils faisaient des trucs pareils. Puis mes parents qui s'engueulaient pour un oui, pour un non, ou des fois pour des choses sérieuses, mais des fois c'était des montages, c'était des gros montages, quoi. On montait une affaire en épingle et puis ça s'engueulait un peu à l'italienne, ça prenait des dimensions gigantesques, mais ça faisait quand même bien souffrir tout le monde, quoi. Y compris, nous, on était, je dis nous parce qu'on était 2, ma sœur et moi, on regardait ça d'un peu... j'ai l'impression un peu en spectateur, donc ce qui n'est pas juste. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Il y a quelque chose qui est en moins. Il y a une sorte de déni de l'émotion qui ne devait pas être positive. Et bon. Donc ça, c'est la première chose, c'est... Je crois c'est moins souffrir. Et d'où vient cette fabrication de souffrance. Voilà. La deuxième chose, c'est peut-être que quand on a fait tous les montages nécessaires pour moins souffrir, pour faire tous les compromis, les distractions, les dénis, enfin bref, tout ce qu'il faut pour moins souffrir, pour ne pas voir, pour se couper, eh bien... on peut se poser la question du sens de la vie. Moi, je me souviens que à 20 ans, c'était un hurlement en moi, une sorte de cri. J'avais 20 ans, le plus bel âge de la vie, ce qu'on dit toujours. Je dis, mais si c'est comme ça toute ma vie, c'est l'horreur absolue. Ma vie, ça n'a pas de sens, quoi. Et je me souviens d'avoir protesté violemment contre le manque de sens de la vie auprès de mes parents qui me regardaient bouche bée, ne comprenant pas pourquoi je hurlais, mais je hurlais, je pleurais, j'étais pas content, indigné. Donc il y avait quelque chose que j'ai senti très très tôt et qui m'a pas lâché. Voilà, bon. Et par rapport à ça, j'ai donc, genre pour ne pas souffrir, j'ai cherché à comprendre la psyché humaine, depuis tout petit. Je me souviens, depuis l'âge de 11 ans, mes parents me demandaient conseils sur des problèmes de psychologie.
Donc je réfléchissais tout le temps, mais comment ça se fait, puis comment ça marche. Et bon, à 11 ans, on ne comprend rien, mais au fur et à mesure des années, petit à petit, avec les lectures, les séminaires, les stages et tout ce qui existe, j'ai pu parcourir en broutant un peu dans toutes les librairies et dans tous les savoirs, plein de choses. Mais à chaque fois, ce que je constatais, c'était que le maître qui enseignait tout ça, quand il était vivant, quand il était mort, on ne pouvait pas vérifier, quoique on peut lire les biographies de Freud, c'est pas triste, de Jung non plus d'ailleurs, ou d'autres. Il y a toujours des gens qui ont un boulon de travers, quoi, et qui enseignent la sagesse. Et je me suis dit que moi, ça ne me satisfaisait pas et que peut-être que je trouverais par moi-même quelque chose. Et je trouve que c'est bien comme démarche, même si elle est extrêmement prétentieuse. Mais enfin, voilà, ça m'a pris très tôt et j'ai cherché comment fonctionne l'intelligence avec quelques grands principes. Le premier principe, c'est que j'ai toujours considéré qu'on faisait partie, c'est terrible de le dire, c'est tellement bête, de l'espèce animale, de l'espèce vivante. Donc tout ce qui était valable pour nous devait l'être pour toutes les espèces vivantes, que ce soit les plantes, que ce soit la faune ou la flore. Et on faisait partie de tout ça. Et que nous sommes le fruit de l'évolution depuis l'algue bleue des mers australes, c'est pas bon. Donc, le premier principe, c'est celui-là. On doit retrouver, dans tout le vivant, les structures, même si ça s'exprime différemment, mais dès qu'il y a de l'ADN, on va retrouver des structures identiques, des systèmes d'information, de gestion de l'information et d'appropriation du réel par ce qu'on appelle l'intelligence. Voilà. Puisque tout s'adapte, hein, les plantes s'adaptent, les animaux s'adaptent, donc il y a bien des systèmes, les méduses s'adaptent. Je dis ça pour faire plaisir à Julien. Donc, deuxième principe, alors ça c'est le premier principe. Deuxième principe, la nature, c'est le principe qu'on trouve dans les Métamorphoses d'Ovide, 365 ans avant Jésus-Christ, qui dit que la nature produit en unissant les contraires. Je trouve que c'est une belle phrase, la nature produit en unissant les contraires. Et donc, c'est par complémentarité qu'on va voir se former l'intelligence en particulier. Donc j'ai cherché les complémentaires aussi dans l'intelligence. Et donc le système est bâti sur une continuité du système vivant, 2 sur des complémentaires, et 3 sur un autre principe qui est la spécialisation. La nature se spécialise. Et quand elle doit traiter un problème, elle spécialise ses fonctions. Toujours. Pour aller dans l'eau, elle se spécialise. Ça crée des nageoires. Quand on doit être sur terre, ça crée des pattes. Et si on veut même aller plus loin, ça crée des sabots, puis des doigts, etc. Donc il y a toujours ce principe de spécialisation. Et donc, à partir de là, j'ai formulé, je ne dis pas tout le chemin parcouru et comment j'ai parcouru, mais j'ai formulé une modélisation de l'intelligence que je propose, qui ensuite m'a permis de vérifier, d'expérimenter, de vérifier, de contrôler, de mettre en échec ma théorie pour la faire évoluer et de la distribuer à quelques personnes qui ont pu pratiquer pour voir si elles observaient à partir de ce filtre, puisque c'est un filtre réducteur bien sûr, c'est un modèle, mais ce qui permet d'observer plus loin, mieux, hein, avec une paire de jumelles qui est un filtre réducteur, on peut regarder plus loin, mieux. Et bien c'est pareil, donc là, donc j'en suis arrivé à une intelligence qui va se spécialiser sur 5 plans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 5 intelligences. Pourquoi? Bon, c'est les mêmes, on pourrait dire que c'est la même intelligence qui s'est spécialisée, mais je préfère dire qu'il y a 5 intelligences qui ne traitent pas
qui traite les problèmes selon des processus différents. Une intelligence qui est spécialisée dans le psychomoteur, c'est cette intelligence qui relie notre action, la conscience de notre action, nos capteurs et notre motricité pour attraper les choses. Une intelligence qui prépare notre action sur le terrain, c'est l'intelligence spéculative, qui nous amène à une économie d'énergie. On n'attrape pas un objet n'importe comment, on va chercher une économie dans nos moyens. Donc s'il faut enfoncer un clou, on va construire toute une réalité virtuelle pour imaginer comment on va pouvoir enfoncer ce clou. Voilà. S'il faut chasser le mammouth, on va chercher quelque chose où on s'aperçoit que plus l'objet est pointu, plus il pénètre dans sa chair. C'est quand même très important. Donc l'intelligence spéculative va nous permettre aussi de capitaliser sur les expériences, de mémoriser sur nos expériences, de faire des retours sur expérience, des REX, retours sur expérience, et les capitaliser, de les mettre dans des boîtes qui pourront être utilisées dès qu'une situation analogue sera appelée. Cette intelligence spéculative fait du calcul, est excellente en calcul, en logique, etc. Mais en stratégie, je dirais, d'économie de moyens. Donc c'est extrêmement utile. En finance, partout, c'est très utile. Ceci étant dit, on ne peut pas agir et même préparer son action si on n'a pas des intentions. Donc il y a une autre intelligence qui obéit à d'autres lois, qui est l'intelligence qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence dont j'avais imaginé l'existence déjà il y a 20 ans, ou il y a 30 ans même. Bon, puisque ça fait partie, c'est bien normal, l'individu a besoin, pour gérer ses équilibres, pour gérer ses limites, parce que l'individu a des limites dans le temps, il a besoin de se nourrir de tant de calories, et s'il ne les fait pas, ça commence à hurler là-dedans. Donc il va avoir l'intention de se nourrir. Donc il va avoir l'intention de chasser, etc. S'il va pleuvoir, il a l'intention de se protéger, s'il a froid, de se chauffer, et pareil pour ses enfants, il va falloir... Donc il y a une intelligence qui se traduit par des émotions, mais qui est l'intelligence, en fait, de l'ego, de l'individu, l'intelligence d'individuation, qui va déterminer, par le biais des intentions, puisque ces émotions vont être traduites en intention par le spéculatif et en action par le psychomoteur. Vous voyez, les trois champs. Et puis, je me suis dit également, ça tombe aussi sur le sens, qu'on n'est pas là sur cette terre, comme ça, on fait partie des 300 millions de spermes qui se sont battus, il y avait un ovule, il y avait 300 millions de spermes, il y en a un qui est passé, les autres ils se sont perdus dans la forêt, et il y en a un qui a réussi, le voilà, c'est moi, je suis le gagnant, voilà. Et voilà. Et toi aussi, t'es le gagnant. Voilà. Et donc, il y en a quand même 299 000, etc. Bon, bref. Donc, ça, c'est je dois ce jeu, justement, je viens de voir une petite vidéo de Bernard Weber, où il parle de ça de manière très, très amusante. Donc, il faut faire référence à papa-maman. On n'existe pas s'il n'y avait pas papa-maman, bien sûr. Donc papa-maman veut dire famille, veut dire société. Il n'y a pas de famille sans société, sans tribu en tout cas, etc., etc. Donc il y a une intelligence sociale qui est en nous et qui se déploie à certains moments, mais qui est aussi l'intelligence sexuelle. C'est l'intelligence de la reproduction. C'est la même chose. C'est lié en tout cas, très lié, évidemment. Donc, cette intelligence procède aussi par des technologies internes qui sont très spécifiques et très puissantes. Et puis, une chose encore évidente, c'est que cette société ne peut exister que si elle a trouvé sa niche écologique. Hein, et Paris n'a pas été créé dans un désert. Vivre dans un désert,
il faut une tribu spéciale pour vivre dans un désert. Il faut être bédouin pour vivre dans un désert. Même pour les bédouins, le désert, c'est cruel. Même pour un bédouin, il vous dira j'aime le désert. Et là, quand il vient à Paris, il va dire j'aime le désert parce que bon. Mais c'est pour un bédouin, c'est terrible. Il sait que c'est la mort en permanence qui guette. Et il suffit d'une erreur de direction, d'une erreur de comportement, si on n'est pas bien, un peu malade, etc., quand on est au milieu du désert, l'hôpital, il faut le trouver, hein, donc c'est fini. Donc tout ça, donc la niche écologique est extrêmement importante, donc c'est notre lien avec l'univers, par là. C'est comment on se relie avec l'univers. Et puis aussi, il faut bien dire que si on veut se nourrir, il vaut mieux bien connaître sa niche écologique, parce que y a-t-il dans cette région des fruits, y a-t-il je ne sais pas moi, des légumes, y a-t-il des animaux, voilà, il faut savoir tout ça. S'il fait chaud, s'il fait froid, tout ça. Il y a un lien avec la nature, avec les arbres, avec tout ça, et qui est très 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 important, qui nous relie, je dirais, avec tout ce qui est vraiment étranger à notre espèce, mais qui est indispensable pour la vie de notre espèce, bien entendu. Ce qu'on oublie peut-être beaucoup actuellement, c'est qu'on dépend complètement des autres espèces, des insectes. On dépend considérablement de la vie des insectes. Et le nombre d'insectes mesuré actuellement tombe dans certaines régions de 1 à 10, de 10 à 1 plutôt. C'est-à-dire qu'on est en train de procéder à une dépollinisation de certaines régions de notre planète à une vitesse qu'on mesure mal. Alors, voilà, donc ça c'est pour les 5 intelligences. Donc il y a 5 champs dans lesquels j'ai intégré les complémentarités, c'est-à-dire 2 modes de traitement de l'information. Alors il peut y en avoir beaucoup plus, bien sûr, mais déjà, diviser l'intelligence en 5 champs, 5 intelligences, et dans ces 5 intelligences, voir qu'il y avait 2 modes complémentaires, m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé dans mon métier, puisque mon métier de base, c'est conseiller en stratégie, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'autre que réfléchir à harmoniser les ressources, les ressources externes et internes, trouver les moyens de distribuer de l'énergie et de faire circuler de l'énergie entre les deux, d'en profiter un peu pour nourrir à la fois le personnel, les actionnaires, etc. Bon, voilà. Donc voilà peut-être un grand tableau des 5 intelligences et du pourquoi j'ai fait ce travail. Maintenant, on pourra voir dans un deuxième moment qu'est-ce qui peut gêner ou qu'est-ce qui peut favoriser l'utilisation de nos 5 intelligences. Merci René.